Salut à tous et bienvenue dans le débrief du podcast Long Live, une semaine sur deux avec David Ordonneau qui est avec moi. On revient sur l'interview de la semaine précédente. Je trouve que ce débrief a un intérêt majeur. D'ailleurs, vous nous avez demandé de remettre à fond les débriefs. Donc on le fait, on vous écoute, on est là pour vous. Parce que moi, je reviens sur la conversation en tant que journaliste, coach sportif, experte du healthy lifestyle. Et David n'est pas un expert du healthy lifestyle. En revanche, c'est un journaliste, producteur de ce podcast. Et il a une vision un peu plus extérieure finalement des conseils qu'on peut avoir eus pour revenir dessus et voir comment on peut vraiment les implémenter au quotidien. C'était l'intro de ce débrief. Avant de démarrer l'épisode, abonnez-vous à ce podcast, que ce soit sur des plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou bien sur YouTube. Le fait que vous vous abonniez, ça nous aide énormément à être plus vus ou écoutez, regardez, ça nous aide à avoir plus de légitimité en fait dans nos interviews et donc d'avoir toujours des experts de plus en plus intéressants à vous partager. Salut David. Salut Lucie. Cette intro. Non, cette intro. Non mais attends, surtout je sais pas comment je dois le prendre moi. Je suis celui qui fait pas assez de sport ou qui mange pas assez. Non. Alors ça a changé puisque depuis presque 2 ans, t'as énormément Alors changé. Alors pour le coup, je suis un peu le premier cobaye de Long Live. Tout à fait. Et ça, je dois dire en termes de ressenti, parce que ça ne se voit pas forcément, que ça me réussit parce que je me sens beaucoup mieux depuis que j'entends et que je mets en pratique ce qu'on se dit là et ce que les experts nous disent et que vous nous partagez grâce à tes interviews. Tout à fait. Et notamment le sport et l'alcool qui ont eu un effet quand même énorme sur ta vie. Plus d'alcool, quasiment plus, parce que pas plus d'alcool, mais quasiment plus. Et du sport, 2 à 3 fois par semaine. C'est génial, 2 à 3 fois par semaine. J'aimerais bien être un peu plus comme ça, mais ça viendra peut-être, non ? Ça prend du temps. Ce qui crée le muscle, c'est l'entraînement et la régularité. Donc on garde espoir. En tout cas, le bien-être est là. Donc on a parlé sommeil avec Patrick Lesage et donc je voulais quand même vous partager parce que donc Qu'est-ce que ça a donné ? Ça fait 3 jours qu'on a parlé à Patrick et moi ça fait 3 jours que je ne dors pas du tout bien. Donc ça m'a pas forcément aidé et je pense que finalement ça m'a fait plus cogiter sur ma qualité de sommeil, voilà. Et aussi c'est quand même j'ai eu 2 jours à la suite où j'ai pas pu faire beaucoup de sport et je le ressens vraiment dès que moi j'ai pas une énorme dépense physique, vraiment physique, je dors mal. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que c'est aussi des choses que vous avez dites dans votre échange. Finalement le sommeil on le perd et les troubles du sommeil dont vous avez parlé longuement peuvent être le fruit d'une certaine angoisse. Il y a des cercles vicieux. Peut-être que tu dors pas depuis 3 jours justement parce que tu t'es dit le sommeil c'est un sujet, il faut, c'est important, ouais. Et bim, ça crée en trop de pression. L'effet inverse, tout à fait. Trop de pression. Ouais. Vous avez déclaré d'ailleurs au début, rappelez des choses assez simples et moi j'ai bien aimé ça. Vous faites ça souvent dans les intros des épisodes quand même de remettre les choses basiques. Pour trouver du bon sommeil, il faut avoir une pression de sommeil, c'est-à-dire qu'il faut que le corps ait ce besoin, donc c'est bête mais il faut avoir tenu suffisamment. Si on va au lit à 17h, il y a de fortes chances qu'on ne trouve pas le sommeil. Donc il faut savoir mesurer à partir de quand on a ce besoin. Il faut le retrouver, ce besoin. Et on a tous, et c'est ce que tu dis aussi, une horloge biologique différente. Ouais. Donc il faut que chacun apprenne à se connaître et à savoir à partir de quand, finalement, on a besoin et on ressent voilà. Et quand est-ce que ça se situe au cours d'une journée. Et là, déjà, si on a ces 2 facteurs connus, on peut prétendre à un bon endormissement. Tout à fait, mais je pense que finalement, la vraie fatigue, elle est souvent pas là. Et donc, en fait, les gens se couchent parce qu'il est 23h. Et qu'il faut se coucher ? Oui. Et voilà, tu dis ça parce demain... que tu te couches tard ? Moi, je me couche vers 23h. Ah. Tu te couches à quelle heure, toi ? Depuis peu, avant 22. Waouh, incroyable. Bon. Donc... Les gens se couchent et en fait, parce que demain matin, il y a le réveil, mais si tu n'as pas eu de dépenses physiques ou voilà, si tu n'es pas vraiment fatigué, du coup, c'est aussi à cause de ça que tu n'arrives pas à t'endormir. Et je dis ça parce que les chiffres de la sédentarité et de l'activité physique sont vraiment
très mauvais. Donc la sédentarité continue d'exploser. L'activité physique n'est toujours pas assez là au rendez-vous. 95% des Français ne font pas assez d'activité physique. Donc ça, c'est quand même des chiffres terribles. D'ailleurs, on aura Paul Klotz qui sera tout bientôt dans le podcast. Et d'ailleurs, abonnez-vous parce que cet épisode sur la sédentarité sera vraiment hyper intéressant. Et c'est fondamental pour le coup. C'est fondamental. T'en parles très souvent. Mais donc, clairement, je pense que très souvent, les gens se sentent fatigués parce que tu as une espèce de fatigue un peu psychique, mentale, des écrans, du taf, de cette espèce de métro-boulot-dodo qu'on a tous. Mais il n'y a pas assez de fatigue physique, que ce soit parce qu'on a passé du temps dehors à la lumière du jour ou vraiment fait du vrai sport qui nous a fatigués. Et donc, c'est pour ça qu'on a du mal à s'endormir. Tirade. Non, mais c'est exactement ça. On oublie qu'il y a une notion de fatigue un peu fondamentale. Parfois, on est un peu lessivé, ou parfois même, on se dit qu'il faut se coucher parce qu'on nous dit qu'il faut se coucher tôt. Faut, encore une fois, comme on le dit souvent dans les épisodes, s'écouter, apprendre à mieux se connaître et donc respecter à la fois ce niveau de fatigue, il faut qu'il soit suffisant, et donc son parfois, horloge biologique. Il faut créer ce niveau de fatigue suffisant. Exactement. Et il y a un tips, pour le coup, moi que j'ai beaucoup entendu dans la bouche de mon père qui se trouve être médecin et qui m'a souvent parlé de ces problématiques de sommeil et que vous avez évoqué aussi, et ça le confirme. Quand on trouve pas le sommeil comme tu le décris, qu'on se couche et qu'on c'est qu'on peut agir, donc soit en étant un peu plus fatigué, en ayant fait plus d'exercices au cours de la journée, soit en allant chercher le sommeil autrement par la lecture par exemple. Et ça me mène à quelque chose que vous avez dit, qui est que le lit, c'est fait pour dormir ou se retrouver avec son conjoint, mais c'est tout. Ouais. Et donc, quand on ne trouve pas le sommeil, une des bonnes choses à faire, c'est par exemple lire, mais... sortir du lit. Exactement, sortir du lit, aller se mettre dans le canapé, dans le fauteuil, en position assise et lire. Et en général, à moins d'être un lecteur passionné, animé, au bout d'un petit moment, on pique du nez et c'est là qu'on retrouve son lit. Non ? Alors, moi, ça marche sur moi, ça, à fond. Moi, je suis une insomniaque, donc assez expérimentée. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux, mais malgré tout, quand j'ai des périodes d'insomnie, donc déjà, c'est très dur de sortir du lit. Moi, je trouve. Quand tu dors pas et tout, moi, j'ai du mal, donc c'est quand même dur. Mais c'est très désagréable de tourner dans son lit sans trouver le sommeil. Oui, mais bon, moi, je trouve que c'est quand même dur de sortir du lit, mais quand même, je le fais. Et la lecture, moi, parfois, il faut quand même que je lise 1h15. C'est long. En revanche, donc, conseil d'insomniaque, ce qui marche très bien, c'est de lire dans une autre langue. C'est beaucoup plus efficace. Donc, par exemple, moi, très souvent, je lis en anglais des choses difficiles à lire en anglais. Ah oui, parce que ton cerveau doit travailler un peu plus et ça doit fatiguer davantage. Exactement. Donc, par exemple, ça va être lire The Economist. Ça c'est mon meilleur somnifère. Ça marche très, très bien. Ou des livres comme ça en anglais qui sont quand même assez difficiles à lire. Faut pas donner de référence parce que ça peut être vexant pour les gens qui l'ont écrit après. Lisez ce livre, ça fait vraiment dormir. Ou lire avec des mots de vocabulaire compliqués. Parfois, tu dois lire 2 fois la même phrase. Ça, généralement, ça marche bien. Donc, la lecture dans une autre langue, c'est très efficace. Ouais, en tout cas, avoir une activité cérébrale un petit peu exigeante fatigue un peu plus rapidement. Oui. Intéressant. Il y a un autre aspect que vous avez évoqué. C'est la lumière, l'importance de la luminothérapie. Toi, j'ai vu que tu faisais ping. Ah non, mais je les ai achetées, les luminettes. Alors, je les reçois bientôt. Les luminettes. C'est ultra moche, je pense. Mais je vous ferai un retour. Je les ai achetées. Elles arrivent bientôt à la maison. Alors, si vous regardez le débrief, vous avez certainement vu l'épisode. Ce dont parle Lucille et ce pourquoi elle a craqué. En même temps, tu avais dit que tu allais les acheter direct. Ça y est. Ce sont donc des petites lunettes avec une petite visière en haut qui t'envoie de la lumière. Alors, c'est ça. Donc, en fait, c'est pas des lunettes qui font le contour de l'œil. C'est des branches et donc la lunette est plutôt ici en fait, donc au-dessus des sourcils et il y a donc une lumière qui... c'est comme une petite visière. En fait, ça envoie une lumière, tu as une espèce de miroir qui ensuite t'oriente la lumière vers ta rétine. D'accord. Voilà. Donc ça peut se mettre au-dessus de lunettes d'ailleurs. Si vous portez des lunettes, ça se met au-dessus des lunettes. Oh, le look. Et donc l'idée, c'est de les porter 20, 30, 40 minutes le matin. Juste après le réveil. D'accord. Et donc tu peux prendre ton petit déjeuner et vaquer à tes occupations du matin avec cette paire de lunettes. Il faut réfléchir à la manière dont on les met parce que ce qu'on est en train de se raconter là, au fond, c'est que la lumière, et c'est ce qu'il nous expliquait, influe sur les mécanismes cérébraux. En gros, si on voit de la lumière, notre corps se dit pas forcément qu'il faut dormir, ce qui est un petit peu logique, on le voit, quand les jours rallongent ou quand les jours se réduisent, on pratique plus les choses de la même manière. Et ces lunettes, elles permettent parfois, pour ceux qui ont du mal à s'endormir ou à se réveiller, de rééquilibrer un peu le rythme. En gros, c'est comme si on faisait venir le soleil un peu plus tôt ou qu'on le faisait repartir un peu plus tard.
Ouais, c'est ça, ça rééquilibre les phases. En fait, dans les yeux, il y a des capteurs en fait qui fabriquent la mélatonine. Et qui envoie au cerveau ce signal de hey, c'est le moment d'y aller ou oh, c'est le moment de s'arrêter. Ouais. Donc, encore une fois, c'est cette phrase, j'ai beaucoup aimé là de Patrick Lesage, c'est vraiment le sommeil de la nuit se prépare le jour. Et donc, ça commence par un bain de lumière. Après, il y a un autre truc qui marche aussi très, très bien, encore une fois, parole d'insomniaque très expérimenté, c'est le sport dehors, à la lumière du jour, le matin ou le midi. Ça permet vraiment de recadrer la phase. Déjà, de se fatiguer physiquement parce qu'on a fait du sport. Et le fait d'être dehors à la lumière du jour, même s'il ne fait pas beau, même s'il pleut, même si c'est gris, en fait, là, quand même, cette lumière naturelle, elle est très forte. Elle envoie beaucoup de luxe dans les yeux et favorise la production de mélatonine. Je serais curieux que tu nous dises un peu plus tard ce que tu as fait de ces luminettes, parce que moi ça m'angoisse complet, j'aurais trop peur est-ce que je suis nul pour les trucs d'organisation, genre les décalages horaires, les trucs de billets d'avion, d'embarquement, tu sais, quand il y a des timings comme ça. Et du coup, quand il a dit ça et quand tu me racontes ça, je me dis putain, mais moi j'aurais peur de les mettre à un mauvais moment et que ça me décale. Si tu les mets le matin, c'est pas compliqué. Oui, mais bon, il faut être sûr de l'intérêt que ça a le matin. Est-ce que c'est le matin quand tu te lèves, pour tout le monde. Voilà. C'est ça, c'est pas compliqué ça. Mais non, mais parce que lui, il semblait dire que tu pouvais les mettre à différents moments pour décaler plus en fait, ou moins ton sommeil. Tu peux les mettre, oui, voilà, par exemple, si tu vas prendre la route à 21h, bam, t'es un peu fatigué, tu te fais un petit coup de luminette et t'es plus alerte pour conduire parce que tu vas moins avoir de somnolence. Lucille sur les routes. Non, moi je vais le faire le matin parce que moi je suis insomniaque du soir. Trop drôle. Le sommeil se prépare le jour, c'est la phrase que tu disais. Effectivement, lui, il a parlé et vous l'avez décrit du fait que on peut tous avoir une hygiène de sommeil, au même titre qu'on parle d'une hygiène de vie, avoir une hygiène de sommeil, et tu le dis, donc ça se prépare la journée. Il parle de libérer les tensions, il parle du fait de faire des pauses au cours de la journée, de faire de l'exercice et l'alimentation. Ouais. L'alimentation, encore une fois, qui revient toujours comme un espèce de fil rouge permanent de tous nos entretiens. C'est une clé. Et d'ailleurs, on a fait un entretien il n'y a pas longtemps avec un professeur d'intelligence émotionnelle, donc quand même rien à voir, qui nous a parlé d'alimentation aussi. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, c'est vrai. L'interview arrive bientôt. Oui, donc cette alimentation, en fait, c'est surtout la quantité à digérer le soir qui fait que ça ne nous aide pas à s'endormir. Donc, si on mange trop lourd, trop costaud, alcoolisé, trop gras le soir. Et c'est souvent le cas finalement, parce qu'en fait, le matin, parfois, tu n'as pas trop le temps de prendre un petit déj. Le midi, tu manges un truc rapide. Et le soir, tu t'installes en famille, entre amis, et tu fais un bon gueuleton pour te réconforter aussi. Et en fait, c'est contre-productif pour le sommeil. C'est plutôt tout l'inverse qu'il faut le faire. Et on en revient à ce que vous disiez, ce que vous avez dit plein de fois dans les épisodes, le petit déjeuner du roi, le déjeuner du prince et le dîner du pauvre. Je crois que c'est un peu ça. On réduit l'alimentation à mesure qu'on avance dans la journée. Mais ce qui n'est pas facile, d'autant plus quand on est dans une famille, parce qu'on a tous des rythmes différents. Il y a les enfants parfois qui font des activités extrascolaires. Ils rentrent le soir, ils ont très faim, ils sont en croissance. Et puis quand on est ado, on n'a pas les mêmes besoins que... Exactement. Donc pas évident à gérer, mais en effet, diminuer son bol alimentaire le soir marche très bien. Il a dit une phrase qui m'a rassuré, et comme on se parle de cette angoisse qu'on peut avoir quand on a des troubles du sommeil, qui peut, cette angoisse, alimenter elle-même les troubles du sommeil et entrer dans un cercle vicieux, il a dit, il est assez rassurant, le sommeil aussi prend de l'âge en même titre que nous, c'est aussi des choses qui évoluent, on dort pas de la même manière, et c'est ce qu'on disait quand on est ado, que comme nous, quand on est des quadras, il y a des phases, il y a des moments... plus tôt du matin, plus tôt du soir. On peut évoluer un peu au cours de sa vie, même si pour ça, il a dit qu'il y a quand même 2 écoles. On se parle d'élèves tôt, on se parle d'élèves tard. Et ça, en l'occurrence... C'est génétique. Tu peux pas faire grand-chose. C'est dingue. Mais en revanche, c'est vrai que quand on vieillit hormonalement, il y a des choses qui se passent qui font qu'on dort moins bien, le sommeil est plus léger... Et donc, c'est vrai que, je sais pas pour tes parents, mais moi, je sais que ma mère a vraiment des énormes soucis de sommeil. Mais moi, je crois que je dors plus difficilement que mes parents, c'est ça qui m'inquiète. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que depuis 2 ans, moi, je me réveille alors que je ne me réveillais jamais avant. Là, maintenant, mes nuits, elles sont hachées. Et c'est pas grave, ça me fatigue pas, mais toutes les 2-3 heures, il y a un réveil. T'es là, bon, ok. Ouais, non, c'est vrai il faut l'accepter. On n'a pas toujours tout le temps le même sommeil. Et après, pour les réveils nocturnes, qui
sont vraiment très embêtants et beaucoup de gens sont concernés. Alors moi, pour le coup, ça ne me concerne pas. Mais c'est pareil, hein, vraiment, le conseil, c'est de sortir du lit. Et alors, c'est encore plus difficile parce que vraiment en plein réveil nocturne, genre ça fait déjà 3 heures que tu dors, il est 3 heures, tu n'arrives pas à te rendormir. Il faut sortir du lit à 3 heures et se plonger, par exemple, dans un livre, une lecture en langue étrangère ou des étirements très doux, sans lumière. C'est hyper difficile. Et ça, c'est pour les gens qui donc ont des réveils nocturnes et ont du mal à retrouver le sommeil. Mais il a rassuré aussi un truc, c'est sur un point, c'est que en fait, le sommeil est souvent perturbé parce que voilà, il y a des phases, on a des jours difficiles, des moments de vie, des choses comme ça. Donc finalement, il y a des moments où le sommeil est perturbé. Lui, il a dit, si c'est 3-4 nuits, c'est pas grave. En fait, faut aussi se détendre là-dessus. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'est ça qui m'a le plus aidé dans ma thérapie cognitive comportementale que j'avais fait à l'époque pour mon insomnie. C'est donc vraiment quand cet expert là du sommeil, c'était un psy, m'avait dit vraiment, en fait, c'est vrai tout ce qu'on entend, le sommeil, l'importance, mais en fait, c'est pas non plus ultra grave. Ouais. Et ça fout une pression, hein. Oui, parce qu'en fait, ça met vraiment une énorme pression. Ah ouais. Et je sais pas, moi, je la prends plus celle-ci que d'autres, par exemple, parce que je suis concernée, sur ce sujet, je pense. ouais. Et en fait, elle me dit, c'est pas hyper grave, même si pendant 3-4 nuits, vous dormez que 4-5 heures, c'est pas hyper grave, votre corps peut y faire face, et après, vous retrouverez. En fait, ce côté un peu réassurance, je pense qu'il faut vraiment qu'on le dise un petit peu plus, un peu comme si vous faites pas 4-5 jours de sport, c'est pas non plus hyper grave. Si vous dormez pas super bien 4-5 jours, c'est pas grave. Si vous mangez mal 4-5 jours de suite, c'est pas grave, en fait. Enfin, voilà. Il faut pas non plus s'angoisser absolument pour 2 mauvaises nuits. Oui, parce qu'après, ça tu va vois se toujours réguler. des trucs, tu vois, sur Instagram, tu as des mecs qui sont passés sur Combini pendant 2 secondes, c'est des experts, et il va te dire, je me rappelle, il y a 3 semaines, j'ai vu un mec qui, si vous accumulez une dette de sommeil, en gros, avec des grosses punchlines, Alzheimer. genre, ouais, non, mais si vous dormez pas 6 heures par jour, vous allez, à la fin du mois, tu vois, si vous dormez... Oui. T'es là, l'angoisse. Oui, je suis d'accord. Et lui, il a un peu rassuré. Donc, il a dit 3-4 jours, c'est pas grave. Si vous avez du mal à vous rendormir, ça devient compliqué. Mais si vous vous réveillez et que vous vous rendormez dans la minute, ce qui est mon cas pour le coup, moi, quand je te dis que je me réveille 3, je me rendors. Donc, il dit, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de difficulté à vous rendormir, no problemo. Si vous n'êtes pas en fatigué le matin, et ben finalement, bon, bah, ok, c'est pas très grave non plus. Ce qui est compliqué, c'est d'être fatigué le matin. Donc, voilà. Il y a eu un petit... moi, j'ai bien aimé ce truc. Oui, moi aussi. Qui te coule, en fait. Je pense que finalement, en fait, on met un petit peu trop d'angoisse sur le sommeil, même si c'est très important. Je suis d'accord, mais il ne faut pas non plus trop y accorder d'importance parce que finalement, ça a un effet contre-productif. Et je pense notamment à tous les capteurs de sommeil et tout ça. Il ne faut pas non plus y prêter trop d'importance parce que ça peut rajouter une petite couche en fait au millefeuille d'angoisse. Ça cristallise le truc. Et du coup, vous avez fait le lien forcément entre le stress et le sommeil et la nécessité d'apprendre à se poser pour bien dormir. Vous avez parlé de méditation, de cohérence cardiaque. Moi, j'ai découvert des trucs là, et c'est très pratique pour le coup, c'est agréable. Et de type de relaxation par la respiration poussée. Où on expire 2 fois plus longtemps que l'inspire. 3 types de respiration relaxante, la respiration au carré et la cohérence cardiaque. Moi, je connaissais pas. Respiration relaxante, ok, pour engager une sieste par exemple. La respiration relaxante, c'est quand on expire plus longtemps qu'on inspire. Ok. Ensuite, globalement, la relaxation se fait par l'expiration, la longue expiration. Respiration au carré, c'est on inspire 3 secondes, on bloque, on expire 3 secondes. Ça, en général, ça aide à se concentrer. Pour ceux qui veulent à un moment se concentrer sur un truc, sur un moment, sur être focus, hop, on prend quelques minutes et on fait 3 secondes, je bloque, 3 secondes, voilà. Et donc la cohérence cardiaque, où on inspire 5 secondes, on bloque 5 secondes, on expire 5 secondes. On bloque ? Et on bloque. Ouais. Ah ouais, on bloque ? Ok. Mais c'est 5, 5, 5, de manière très précise apparemment. C'est ça, pour avoir vraiment ce côté... Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que là, en l'occurrence, on se parlait comme souvent dans vos épisodes. Ah oui, non, t'as raison, cohérence cardiaque, on bloque pas. On bloque pas. Ouais, t'as raison. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Et comme ça te fait 6 respirations par minute. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce chiffre-là de 6 respirations par minute, en effet, qui t'as des cycles de 10 secondes, voilà, inspiration, expiration. Il faut être très précis. Vraiment une diminution de la pression artérielle et une détente. Et ça, vous le disiez, et c'est marrant parce que c'est vraiment le truc de Long Live, c'est que en fait, ces clés-là, c'est une forme d'équilibre qu'on peut déplacer. Et ça, la cohérence cardiaque, au cours de la journée, vous l'avez dit justement, et comme la journée prépare la nuit, faire de la cohérence cardiaque en journée permet de ralentir son rythme, de s'apaiser, de prendre des temps pour soi, des breaks
se faire du bien. Mais c'est marrant parce que finalement, moi, je fais beaucoup la comparaison avec la cigarette. Alors, je ne fume pas, j'ai jamais vraiment trop fumé. Enfin, ça m'est arrivé, mais pas trop. Mais c'est vrai que finalement, les personnes fumeuses font une pause. Et avec la cigarette, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends conscience de ta respiration, t'inspires assez longuement, tu bloques un petit peu, tu expires un peu plus longuement, tu vois ta fumée qui sort, tu fais une pause et tu reprends conscience de ta respiration. Donc en fait, il y a aussi, bien sûr, la cigarette, c'est addictif, éviter, vraiment, voilà, je ne dis pas qu'il faut fumer. Je dis que finalement, parfois, ce besoin de pause cigarette, c'est finalement peut-être plus un besoin de pause, de respiration et de moment à soi où tu prends conscience. Motivé par ça, possiblement. Ce qui est, après, pour avoir été fumeur longuement et voilà, vraiment dans une grosse addiction, tu fais plus gaffe aussi. Il y a un truc très mécanique, où tu fais plus attention et t'es là, tu tires sur ton truc. Mais oui, il y a un rapport à la respiration de fait qui est en lien avec une forme de relaxation. Et c'est intéressant de se dire qu'on peut mettre ça en place tous les jours. Est-ce que toi, tu fais des trucs de respiration ? Parce que moi, en vous écoutant, je me suis dit, putain, mais il y a quand même pas beaucoup de gens qui s'arrêtent pour faire... Ou alors moi, si je vois quelqu'un faire ça, je me dis, putain, il a pas l'air bien ou il a pas l'air bien, quoi. Mais en fait, non, on devrait le faire plus souvent. Non, mais tu vois, par exemple, moi, je le fais beaucoup dans les transports en commun. Dès que je suis dans les transports en commun, voilà, pas si t'es comme tu ça. Tu fais un peu gaffe à ta respi. Ouais. Mais tu vois, voilà, moi, sur la ligne de train que je prends le matin ou le soir, je suis... Voilà. C'est le bénéfice des trains de banlieue, on a un peu de place. Je fais ce genre de respiration, de moments où je regarde le paysage au loin, j'inspire, j'expire, donc ça je le fais. Parce que ça je trouve que c'est une routine hyper intéressante pour le coup. Et je le fais aussi beaucoup quand je fais du sport, donc quand je cours notamment, surtout à l'échauffement, t'essayes vraiment de calmer ta respiration. Par exemple aussi en courant au début, à l'échauffement, on peut essayer de faire que de la respiration nasale, de s'empêcher de respirer par la bouche pour avoir un rythme assez bas. Et se forcer à démarrer doucement. Donc si, c'est possible. Et enfin, je te dis, dans le train, quand je fais ma respiration comme ça, personne s'en rend compte parce que je fais pas des... tu vois, c'est discret. Son sac je suis en hyperventile. My God. Trop drôle. Ok, non mais c'est pas idiot à mettre en place. Non, c'est discret, on peut le faire très discrètement. Même, tu vois, au feu rouge, tu le fais... Pourquoi pas. Ok. Non, mais je vais essayer de l'implémenter, parce que ça, pour le coup, c'est facile à faire, ça demande rien, on a tous le temps de le faire, et je pense que pour l'avoir fait en même temps que vous, pendant... T'as senti quelque chose ? Non, mais surtout quand on prend son pouls, juste au bout de 3 respirations en cohérence cardiaque, inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, au bout de 2 respirations, même de 2 cycles, le pouls, on le voit ralentir direct. Tu descends dans les tours. Forcément, ça a une implication sur l'humeur, puisqu'on voit bien que dès qu'on est stressé ou dès qu'on est un peu, le rythme cardiaque se met augmenter, donc... L'effet inverse, le faire baisser, influe forcément sur notre humeur et c'est peut-être pas idiot. Je vais le faire avec mes enfants. Alors là, tu vois, tu m'ôtes les mots de la bouche. Parce que moi, parfois... Que ça monte. Parce qu'en ce moment, avec mon fils, il est ado et c'est normal. Mais malgré tout, quand même, ça monte. Je pense que si ton fils, il écoute Long Live, il va savoir où en est sa mère. Ça monte un peu, il le sait, attention, il est très au courant. Voilà, pour calmer, pour pas être dans la réaction à l'opposition, confrontation adolescente... pour justement garder son calme, être dans l'intelligence émotionnelle et dans l'éducation, cette respiration aide énormément. Tu t'extrais, tu fais ça, et en fait, ça te prend 1 minute. Et pour le coup, je le fais volontairement, parfois assez fort. Et du coup, il se rend compte, là, faut que j'arrête. Elle part en cohérence cardiaque. Ça part en cohérence cardiaque. Je vais faire mes devoirs. C'est drôle. C'est ça, là, je dépasse les limites. Trop drôle. Dans le sommeil, on a parlé des conditions. Vous avez parlé des conditions, forcément, et du fait de dormir et de partager son lit, ce qui est le cas de pas mal de gens et qui vivent en couple traditionnellement. Il a expliqué de manière assez marrante, mais qui est très vrai, qui est un truc générationnel, c'est qu'à une certaine époque et jusqu'à même très récemment, en fait, pas dormir à 2 quand on est en couple signifie qu'il y a un problème conjugal. Voilà, on se doit, entre guillemets, de dormir ensemble. Moi, j'ai une théorie évidente là-dessus. Je suis beaucoup plus tranché que lui, qui a pas trop osé trancher, qui a dit oui, je voudrais pas. Si, il nous a fait l'éloge du lit à part. Ouais, il aurait pu y aller plus franchement. L'éloge de la chambre à part, clairement, sans le dire. Si. Ah, sans le dire, t'es d'accord. Oui, c'était sans pas le dire, non plus. voilà. Moi, alors que moi, j'irais vraiment beaucoup plus droit, quoi. C'est bien mieux de dormir seul, en fait. Après, il faut avoir les moyens d'avoir 2 chambres. Enfin, tu vois, une chambre par parent, c'est compliqué aussi. Donc après, il y a aussi, déjà, je trouve, le fait d'avoir 2 matelas séparés.
2 sommiers, 2 matelas Alors séparés, ça même collés. m'angoisse. Et 2... Ah non, moi j'adore. 2 matelas séparés collés et 2 couettes. C'est bien ça. 2 singles collés. Déjà, t'as un plus grand lit, t'as un 180. Alors ça, c'est la base. Vous savez que pour bien dormir à 2, déjà, le truc minimum à 2, c'est 160. Non, parce que longtemps, on a dormi dans des petits lits. Ouais, Longtemps, nos parents, tu vois, même nous, quand on est 140, c'était C'est le l'enfer. double lit. Alors qu'en fait, on dort à peu près correctement qu'à partir de 160 si on est 2. Donc faut le savoir déjà. Donc 180, c'est bien. Mais c'est pas non plus... Il y a plein de gens qui ne se l'autorisent pas, je pense, parce qu'ils se disent ouais, 180, c'est king size. Bah non, en fait, c'est bien. Et en dessous de 160, c'est compliqué, en fait. Physiologiquement, c'est prouvé. Donc bon. Moi, je suis déçue pour ça. Après, moi, j'adorerais faire chambre à part. Pour l'instant, ça passe pas. Ouais, c'est culturel. C'est mon combat. Non, mais c'est culturel. Ah, mais il y a un truc. Oui, hein. je pense, ouais, tout à fait. Ouais, parce que lui, ça lui va pas, ça renvoie un signal qu'il ne lui plaît pas, en fait. C'est juste... alors que bon... One day. Ouais, chacun son truc. En tout cas, c'est marrant de savoir. Dites-nous, vous, comment vous vous débrouillez. Oui, Parce est-ce que que ça... vous faites chambre à part? Non, Racontez. Et surtout, donnez-nous des commentaires et du grain à moudre dans notre, Ouais. dans Non, mais nos arguments. C'est des vrais sujets. C'est des Oui. vrais sujets. J'ai adoré un truc et ça fait partie de la fin de mes notes. Ça recoupe ce qu'on se disait au début et ça boucle l'histoire. On se parlait des lève-tôt, on se parlait des couches-tard et on voit bien que ce Patrick Lesage est un expert et qu'il a su se regarder avant, après, avoir maîtrisé son savoir sur le sommeil, je ne sais pas, mais en tout cas, il a dit « Moi, je sais qu'à 21h30, j'ai un super train qui passe. » La chance. J'adore ce truc. Non, mais c'est vraiment cette image. Quand tu apprends à te connaître, tu sais un petit peu comment ton corps réagit et ces épisodes que vous faites, maintenant, ça fait un petit moment, hein, ils disent aussi souvent ça. Bien se connaître, Ouais, connais-toi connaître son toi-même. corps, ses sensations. Lui, il a ça vis-à-vis du sommeil. Il sait qu'à 21h30, hop, il a une fenêtre. Son super train, il passe, il monte dedans. Ouais. Moi, j'ai ce truc, je comprends, hein, de savoir à quel moment... Moi, j'ai pas d'horaire encore. Ou je les ressens pas, ou j'ai pas... T'as pas atteint ou cette alors, je pense sagesse, que- t'es trop jeune. Non, mais en fait, moi, je pense que mon train passe beaucoup trop tard. C'est un train de nuit. Mais oui, oui. C'est ça, moi, je suis le train de nuit. du mat. Ah, j'adore. Non, mais en fait, moi, tout le monde me dit, ah non, c'est pas possible. Mais moi, idéalement, il faudrait que je m'endorme à 1h du matin et me réveiller à 9h, par exemple. Ça, 1h, 9h, pour moi, c'est le rêve du top du monde. Mais qui peut faire ça dans la vie? Si je me réveille à 9h, déjà j'habite en banlieue, je suis au bureau à 11h30. Moi, j'y crois pas qu'on arrive à se coucher tard. Quand tu racontais avec lui que tu te mettais à bosser, moi, je n'y arrive plus à Et bosser. c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est moi, le meilleur moment où je suis la plus productive, créative, où tout se passe mieux, c'est à partir de 21h. À partir de 21h, j'ai des idées en pagaille, c'est trop bien. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de révolutionner le monde. Je fais des recettes, je tente des trucs, je réponds à tout le monde sur mes messages. Et je suis d'une efficacité, mais c'est fou. Et mon mari, lui, c'est le contraire. Lui, il se réveille à 6h. Ben À moi, je suis comme lui, tu 6h15, vois. il fait tous ses mails de la journée. Il envoie. Ouais, moi, je Et suis pareil. c'est génial. Et donc, à 8h30, il a déjà fait une super journée de travail. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas le droit d'être ultra efficace Bah non, mais si, à si, si. 22h? C'est juste que, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, les gens du matin sont bien plus Valorisés. facilités dans leur quotidien. Tout Après, à il y a fait. quand même l'adage de. Et ma fille m'a sorti ça, d'ailleurs, c'est marrant, il y a 2 jours, 7 ans. Bah, papa, quand même, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je suis là, waouh, cette phrase de. Mais, moi, j'ai été élevé là-dedans, hein. C'est culturel aussi, hein. Vraiment, il y a ce truc, hein. C'est une image. Moi, j'ai été élevée aussi à se lever tôt et tout, mais moi, je suis une couche tard, lève tard. Et d'ailleurs, c'est marrant, les seules fois, en fait, il y a eu peut-être une période de 10-15 ans dans ma vie où j'ai vraiment été très libre de mon sommeil. J'avais pas du tout d'insomnie. ouais. En fait, au moment où j'étais étudiante, sans me poser de questions, j'ai toujours choisi plutôt les emplois du temps du soir. Ah ouais. Donc parfois, je finissais la biochimie, ça finissait à 21h en fait. Mais je m'en foutais, il n'y avait aucun problème. Je rentrais, je dînais, je faisais mes devoirs et je prenais toujours les cours qui commençaient le Ah, mais plus c'est tard le matin. symptomatique. Ah ouais. Et après, donc j'ai été journaliste pigiste. Et en fait, cette vie m'allait mais ultra bien parce qu'en fait, je faisais mes interviews quand je voulais. Généralement, je les calais dans l'après-midi. Le soir, j'écrivais mes trucs et je rendais mes papiers. Enfin, tu vois, je les envoyais Ah ouais. à 2h du matin et Tu te c'était t'étais un peu c'était décalé, royal. tu te levais plus tard. Et moi, j'ai commencé à être insomniaque et vraiment, je l'ai compris au moment de ma thérapie. Mais en fait, je raconte un peu ma vie, mais je pense que ça peut aider aussi quand même beaucoup de gens. J'ai commencé à être insomniaque le jour où mon fils a dû aller à l'école. Et oui.
Parce Pas que t'as dû te avant, décaler, parce t'adapter que à je son pouvais rythme. emmener mon fils à la crèche jusqu'à 10h du matin. Et jusqu'à ce qu'il ait 3 ans, je l'emmenais à la crèche à 9h50. Mon mari disait « Oh, mais tu sais vraiment, tu fais n'importe quoi, là, notre fils, tu l'élèves n'importe comment. » Moi, c'était mon rythme. Ouais. Ça allait très bien. Et en fait, le jour où j'ai dû l'emmener à 8h15 à l'école, donc me réveiller beaucoup plus tôt pour pouvoir le préparer et tout, ça a tout cassé. Et ben ça recoupe ce que dit donc un expert quand même, qui est donc Patrick Lesage, qui est de dire qu'effectivement, il y a des couches tard, il y a des lève tôt, et l'essentiel finalement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est de se connaître et de trouver son équilibre. C'est ça. Et d'ailleurs, un de mes meilleurs trails, ma meilleure expérience que j'ai le plus aimé, c'est le trail de nuit de la Tranche-sur-Mer. Parce que moi, courir la nuit, c'est le rêve absolu. Je vous dépasse. Elle est partie. On a J'ai vu la fait frontale un temps partir. de malade. C'est vrai. J'aurais pu continuer. J'étais en pleine forme et c'est super bien passé. Drôle. Et donc maintenant, je veux m'inscrire à davantage de trails de nuit en fait. Parce que moi, je suis une runneuse de nuit. Trop The bien. night runner. Moi, je t'attends sur la ligne d'arrivée dans une couverture de survie. On fera comme ça. Trop drôle. C'est ça. Trop bien. Intéressant, en fait, voilà, ce côté perso, mais pour expliquer aussi, voilà, il y a quand même un côté très personnel et malheureusement, mais c'est comme ça, c'est la vie dans laquelle on est, donc on n'y peut rien, mais on est un peu tous formatés, Bien sûr. Non, mais c'est pour que ça ce c'est soit pour intéressant l'heure de des partager ce repas, truc. que ce soit pour voilà, les heures d'apprentissage pour les enfants ou voilà, les heures d'éveil pour la vie adulte. Et c'est pas toujours facile. Et si vous pouvez, dans votre mode de vie, à un moment donné, recaler votre énergie, Avec ce que vous sentez, en fait. ça va énormément vous aider. Et donc moi, là, je pense que cette année, je commence à avoir un peu de liberté puisque mes 2 enfants peuvent aller à l'école tout seuls. Waouh. Tu vas retrouver ton cycle à toi. Non, mais c'est Ouais. ça, c'est les horloges de chacun. C'est ce qu'il disait. Les horloges biologiques, c'est vraiment pas un mythe et on a chacun la nôtre. Voilà, donc moi, réveil 9h. Trop bien. Bah, je t'attends. Moi, je suis debout à 5h30, 6h, là, c'est bien. D'ailleurs, moi, à 9h, j'ai pas besoin de réveil pour le coup. Je me réveille à 9h. Ouais, mais moi, pareil. Mais un peu plus tôt. Chacun sa route. Merci beaucoup d'avoir écouté et suivi ce débrief avec donc moi-même Lucille Woodward, je suis coach sportif, et David Ordonneau, et qui est producteur, journaliste de ce podcast. On vous remercie de nous écouter toujours de plus en plus nombreux sur Long Live. On est très content de reprendre cette belle saison. On a des magnifiques invités qui vont arriver. Donc abonnez-vous à la chaîne pour bien vous tenir au courant des nouveaux épisodes, les avoir tout de suite, être au courant tout de suite des meilleurs tips qu'on peut vous donner. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Moi, je me sens mieux depuis qu'on fait ça. Moi aussi, Vraiment. ouais. Par contre, faut que je dorme plus. Allez, salut!